Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nzimba, votre rendez-vous de l'actualité politique nationale. L'invité cette semaine va nous apporter des éclairages sur les enjeux de sa nouvelle feuille de route, dont le département ministériel demeure une étape essentielle pour dénicher un emploi au Gabon. Car il s'agit de la formation professionnelle, vous l'avez compris, nous recevons le 3e vice-premier ministre, ministre de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Bonsoir Flavien Nzenguinzundu. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au cours de cette émission, vous allez nous expliquer le fonctionnement des centres de formation, un programme Un jeune, un métier dédié à l'insertion des 16-35 ans dans le monde professionnel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur le vice-premier ministre, je vous propose de suivre ce portrait réalisé par l'équipe du Nzimba. Né à Lebamba, dans le sud du Gabon et de la province de la Ngounié, le 1er novembre 1956, l'actuel vice-premier ministre, ministre de la formation professionnelle, de l'insertion et de la réinsertion des jeunes, est un pur produit de l'armée gabonaise où il a effectué toutes ses classes. C'est à 21 ans que Flavien Nzenguinzundu découvre l'armée, notamment l'Académie royale du Maroc en 1977. Ses performances lui ouvrent les portes de l'école d'application et de perfectionnement des troupes motorisées, mécanisées et aéroportées de Columbus aux États-Unis pendant 5 ans, de 80 à 85. Ce brillant parcours est sanctionné également par 3 distinctions majeures. En 1988, Nzenguinzundu est breveté d'état-major de l'école des forces armées de Côte d'Ivoire, breveté de l'école de guerre de Paris en 1993, et enfin, il est certifié de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris. Ce cursus de formation militaire va impacter positivement son parcours professionnel. Ainsi, pendant 7 ans, de 80 à 87, il sera chef de section et commandant d'unité de combat. Par la suite, il devient directeur du centre d'instruction des forces armées pendant 2 ans, de 87 à 89, commandant de région militaire de 89 à 90. En 90, retour à l'état-major de l'armée de terre, où il va exercer en qualité de chef de cabinet du chef d'état-major jusqu'en 92. Et de 93 à 95, il est commandant du régiment de commandement, d'appui et de soutien des forces armées, avant d'être promu aide de camp du président de la République, chef de l'État. Il a alors le grade de général de division de 96 à 2007. Après plus de 10 ans aux côtés du chef de l'État, Omar Bongo Ondimba, Flavien Nzenguinzundu quitte la Grande Muette et intègre le gouvernement en qualité de ministre des Travaux publics. 2 ans plus tard, c'est le ministère de la Santé jusqu'en 2012. Homme très attaché à la terre et aux populations de Lebamba, marié et père de 4 enfants, Flavien Nzenguinzundu est élu sénateur PDG de la Lwetsi-Wano en 2012 et siège pendant 3 ans jusqu'en 2015. À la faveur du récent remaniement du gouvernement, l'homme revient dans l'équipe, cette fois-ci sur la plus haute marche au poste de 3e vice-premier ministre, ministre de la formation professionnelle, de l'insertion et de la réinsertion. Un portefeuille avec beaucoup de défis où il doit nécessairement imprimer la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle pour atteindre l'émergence. Flavien Nzenguinzundu, est-ce que ce portrait de vous convient? Je voudrais d'abord vous féliciter. Alors là, franchement, vous êtes allé fouiller dans les archives et pour retracer mon parcours. Félicitations. Bien évidemment, il y a peut-être quelques aspects qu'on aurait pu ajouter, mais l'essentiel est là. On va compléter grâce à quelques questions que la rédaction a concoctées pour vous. Déjà, on voudrait savoir comment et pourquoi avez-vous choisi de faire carrière dans l'armée gabonaise? Bien, très franchement, depuis le lycée, je voulais justement intégrer et faire le métier des armes. Lorsque j'étais en terminale, en 1975, il avait été organisé au lycée Léomba des tests psychotechniques pour pouvoir intégrer les forces armées gabonaises. J'avais pris part à ces tests psychotechniques. Et puis, bon, j'obtiens mon bac et je m'inscris à l'Université nationale gabonaise, qui est aujourd'hui l'Université Omar Bongo. Donc là, on est en 1976. Et à la fin du premier trimestre, il y a un concours qui est organisé par l'Office national chemin de fer, l'OCTRA, pour ouvrir un service informatique. Je participe au concours
l'Octra avait besoin de 3 jeunes Gabonais, et puis je réussis au concours. Donc, je suis maintenant cheminot. Oui. Je suis une formation en informatique auprès des Routrag, qui était le consortium chargé de construire le chemin de fer. Avec, pour projet, nous envoyer à la SNCF en France. Bien. Et puis malheureusement, nous étions 3, il y a 2 qui sont choisis et moi non. Donc, il y a eu des petits problèmes. Déçu. Oui. Et à ma grande surprise, heureuse surprise, en rentrant chez moi, je trouve une enveloppe kaki sur laquelle est mentionné Monsieur Flavien Zengizondo avec une enveloppe estampillée Force terrestre et navale. Je ne comprends pas parce que ça faisait déjà plus d'1 an passé. Et j'ouvre l'enveloppe, qu'est-ce que je découvre? Alors, la correspondance dit ceci. Monsieur, si le métier des armes vous intéresse toujours et que vous avez réussi à votre bac, veuillez vous présenter à l'état-major des forces terrestres navales, 6 en face du collège Bessu. Je me présente là-bas. Et puis on me dit, bon, mais écoutez, vous avez reçu à votre bac? Bien oui. Bon, nous avons regardé les dossiers en attente et nous avons trouvé que votre dossier est le mieux disant. Êtes-vous prête à partir au Maroc? Je rentre chez moi et je pose la question à mon aîné, qui tout de suite, très enthousiaste, me dit « J'ai toujours rêvé, moi, à faire les armes, malheureusement. » Parce que lui, c'était un grand admirateur du général de Gaulle. Donc, il m'encourage à accepter et donc à intégrer l'armée. Je repars le lendemain et puis voilà. Sur le portrait que nous avons vu, on vous voit prendre la route, mais avec un moyen de transport assez particulier. On sait qu'une de vos passions est la moto. Est-ce que cette passion, finalement, ce transport de liberté, n'est pas en contradiction ou en contraste avec votre formation rigoureuse de militaire? Je pense, madame, que ça fait partie de moi, c'est le goût du risque. Je suis parachutiste. Okay. J'ai suivi des formations militaires de combat. Moi, je suis soldat de combat. Oui. Donc, le goût du risque, ça fait partie de moi. Donc, je suis parachutiste, je fais de la moto. Et moi, j'aligne les 2 roues. Hein. Vélo simple, vélo tout-terrain, oui. Quad, moto et des véhicules tout-terrain. Là, vous étiez en train de faire un parcours assez long. Libreville-les-Bombas, oui. Donc vous le faites en moto? Pendant les vacances. Pendant les vacances. Voilà. Donc on peut vous rencontrer... J'ai une voiture suiveuse derrière et puis moi je suis devant avec ma moto. Je profite d'être dans le Nzimba parce qu'on découvre également, et là on ne l'a pas vu, mais l'équipe de Nzimba s'est renseignée, vous aimez faire de la musique. Quel est votre instrument préféré? Je joue de la guitare et je joue de l'arc musical. C'est le docteur Christian Lécuyer. Oui. C'est lui qui m'avait donc appris les premières notes de guitare. Nous étions au lycée Léon-Bas en 1974. On ne peut pas finir cette première partie pour connaître l'homme que vous êtes sans vous poser cette question. Longtemps aux côtés de Feu Omar Bongo Ondimba, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette étape de votre parcours professionnel? Beaucoup de choses. En un mot. Beaucoup de choses. Mais ce que je retiens, et que je peux dire aux compatriotes, c'est que moi je suis militaire. C'est dans le cadre de mon statut d'officier que j'avais été appelé par feu président Omar Bongo pour servir à ses côtés en qualité d'aide de camp. J'ai beaucoup appris, autant sur l'homme, donc le président Omar Bongo, autant sur l'homme grand H, et j'ai l'habitude de dire l'homme est complexe et imprévisible. Et c'est de la présidence, pendant mon séjour à ses côtés, que j'ai beaucoup appris sur l'être humain. J'ai servi un chef d'État, donc une institution, oui, en tant qu'officier. Sans plus. D'être de camp à ministre des Travaux publics, comment on passe de ça, de ces deux fonctions? C'est le défunt président Omar Bongo qui, lui, avait la magie de choisir les hommes parce que, bon, il avait certainement décelé en moi des qualités, des aptitudes qui pouvaient faire en sorte que je sois un bon ministre des Travaux publics.
et peut-être parce que j'avais une grande connaissance du réseau routier gabonais en tant que militaire. Au passage, je voudrais vous dire que j'ai servi 12 ans d'affilée à l'intérieur du pays. J'ai commencé à servir à Libreville à partir de 91-92. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de notre émission. À présent, Flavien Nzengi-Nzundu, ministre de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, je vous propose ce reportage de l'équipe du Nzimba sur les grands chantiers de la formation professionnelle au Gabon. À cheval entre le monde de l'éducation et le monde du travail, la formation professionnelle est au cœur du débat du développement du Gabon depuis de nombreuses années. Deux piliers lui sont dédiés, le Gabon industriel d'un côté et le Gabon des services de l'autre. Longtemps considéré, à tort, comme dépôt des élèves ou des étudiants rejetés du système classique, la formation professionnelle a souffert de cette image négative. Et pourtant, le pays s'est doté des centres de formation spécialisés dès 1964, date d'ouverture des premiers centres, les CFP de Nkembo à Libreville et celui de Port-Gentil. Par la suite, d'autres établissements ont suivi dans les 9 provinces, dont celui d'Oloumi, Basilondimba, implanté dans un bassin industriel, la zone industrielle d'Oloumi. Sur ce modèle, il est clair que les centres de formation, à leur création, étaient considérés comme des réponses ou des solutions apportées par le gouvernement aux besoins de main-d'œuvre qualifiée, recherchés par les grandes entreprises, les PME-PMI et même une partie de l'administration. Ils représentaient également une source pour l'auto-emploi et la formation des employés qualifiés, des agents de maîtrise et des techniciens supérieurs. Or, le constat aujourd'hui est clair. Depuis plus de 20 ans, le système de l'apprentissage a perdu ses lettres de noblesse, supplanté par un autre, bâti autour de la course et de la recherche, des grands diplômes. Certains centres, notamment dans le privé, au mépris des textes existants, ont calqué leur formation sur le modèle de l'enseignement supérieur, ce qui plombe la formation telle qu'elle avait été pensée et conçue par le gouvernement. D'autres centres, toujours dans le privé, vont jusqu'à créer des passerelles entre diplômes de formation professionnelle pour ouvrir à leurs élèves les portes de la licence professionnelle et du master. La formation professionnelle pour ces centres privés est devenue le raccourci pour s'offrir une formation universitaire de haut niveau. Cela, évidemment, a pour conséquence de contrarier les plans du gouvernement en brouillant notamment l'adéquation formation-emploi. Bref, c'est un vaste chantier que le ministre, en bon soldat, doit corriger et ramener sur le droit fil. Car les objectifs fixés par les pouvoirs publics de faire du Gabon un pays émergent se feront obligatoirement avec la formation professionnelle qui doit répondre au triptyque qualification, employabilité, auto-emploi. Flavien Nzengi-Nzundu, vous venez de suivre donc ce reportage sur la formation professionnelle. Vous revenez au gouvernement à la faveur donc d'un remaniement ministériel. Par quelle magie revient-on finalement aux affaires quand on sait que parfois vous êtes présenté comme en rupture de banc avec le nouveau président de la République? Je voudrais d'abord réagir par rapport au dernier élément de votre question. Vous savez, le citoyen que je suis, je n'ai de contrat ni à durée déterminée ou à durée indéterminée avec le président de la République. Nous sommes 1 800 000 habitants. Si vous retranchez le président, il reste 1 799 999 Gabonais. Oui. Et le président de la République dispose de cette population au sein de laquelle il est libre de choisir qui il veut, à quel endroit, pour rendre des services au pays. Je crois qu'il a pensé à moi, et puis bon, j'ai été rappelé, et il m'a confié le département qui est à ma charge aujourd'hui. Justement, donc le rapport d'état du système éducatif gabonais d'avril 2012 mentionnait que le secteur de la formation professionnelle au Gabon représentait moins de 2% de la dépense globale consacrée à l'ensemble du système éducatif. Au regard des enjeux de la diversification de l'économie gabonaise, la formation professionnelle est-elle toujours le parent pauvre de ce système ? Parents pauvres, oui et non. Oui, au regard des budgets, mais non, tout dépend des enjeux et des objectifs que se fixe le président de la République et son gouvernement.
Donc la répartition des budgets est faite en conséquence. Et il se trouve donc que le ministère de la formation professionnelle a les budgets que le gouvernement pense lui affecter à chaque exercice. Maintenant, nous ne pouvons pas nous satisfaire des budgets actuels. L'idéal, c'est de voir ces budgets augmenter, parce que l'enjeu est très important. La population la plus touchée, c'est celle qui, aujourd'hui, occupe la majorité des secteurs de l'économie du pays. Donc, vous avez déjà des chiffres qui disent que sur la population scolarisée, il y a 92 qui restent donc et 8 qui décrochent, 8% qui décrochent. C'est très important. Il faut donc mettre les moyens conséquents pour que l'on puisse saisir l'occasion chaque année de ces environ 12 000 jeunes compatriotes qui sortent du système éducatif et qu'il faut donc rapidement récupérer, parce que vous savez qu'il y va aussi de la paix. Lorsque vous avez quelqu'un qui est désœuvré, vous pouvez soupçonner les conséquences que ça a sur la sécurité du pays. Pour poursuivre le débat, je voudrais juste vous présenter Louis-Philippe Badinga qui nous a retrouvés sur ce plateau, qui a également donc des questions concernant donc ce volet de votre département. Bonsoir, monsieur le vice-premier ministre. Patricia Ochanga l'a dit, un rapport d'avril 2012 faisait un état des lieux assez pitoyable de l'enseignement professionnel au Gabon. On constate par exemple que pour le Gabon, il y a seulement une couverture de 377 personnes qualifiées pour 100 000 habitants, contre par exemple 1336 pour le Cameroun. On voit qu'on vous a confié ce secteur de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir relancer ce secteur qui a été toujours perçu comme une formation de troisième zone? Écoutez, déjà en 2010, à la suite des états généraux de l'éducation, de la recherche et de la formation professionnelle, il y a eu une batterie de textes. Cela montre à suffisance que le gouvernement actuel, poussé par le président de la République, a pris connaissance de la nécessité de rebooster, renforcer la formation professionnelle dans notre pays. Et aujourd'hui, pour revenir un peu sur la question que vous avez posée, enfants pauvres, si vous regardez bien la loi de finances 2016, le ministère de la formation professionnelle a une inscription assez importante de 10,7 milliards au moment où le pays est en difficulté financière. C'est la preuve que le président de la République s'est engagé pour reprendre la formation professionnelle en main afin que l'offre soit en adéquation avec la demande des entreprises. Et les comparaisons faites avec les autres pays, bon, mais écoutez, dans certains secteurs, le Gabon est très certainement en avance, dans d'autres, le Gabon est en retard par rapport aux pays de notre sous-région, mais c'est des choses que l'on corrige en fonction de nos propres réalités, les réalités financières, les réalités, parce qu'il y a des secteurs qui sont priorisés par rapport à d'autres. Mais je ne pense vraiment pas que l'on s'attarde là-dessus. L'essentiel est de voir qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger les insuffisances et les manquements. Oui, justement, Flavien Zengi-Zundu, l'agenda économique actuel montre bien une inversion des priorités, c'est-à-dire nous acheminons vers un Gabon de plus en plus industriel, un Gabon des services, en plus d'un Gabon vert. Cela suppose nécessairement des formations dans des secteurs dits professionnels, et on constate qu'avec l'implantation des entreprises, en fait des investisseurs dans ces domaines-là, le Gabon manque justement de personnes qualifiées. Alors, à ce niveau, quelles sont les réformes qui ont été mises en œuvre pour pouvoir combler ce manque? Oui. Il faut partir d'un constat. Déjà en 2010, le constat qui est fait, c'est l'inadéquation formation-emploi. À partir de là, découle toute une batterie de réformes. Il y a, là, je peux vous citer 5. Il y a la réforme des institutions, la réforme institutionnelle et réglementaire. Il y a une batterie de textes.
il y a réforme des curricula, c'est-à-dire le contenu pédagogique des formations, pour pouvoir s'adapter à l'évolution technologique du monde actuel, en fonction de la demande des entreprises. Il y a le renforcement des capacités, aussi bien sur l'aspect humain que sur l'aspect infrastructure et plateau technique. Il faut ajouter à cela l'insertion des jeunes. Et enfin, nous avons la promotion d'un partenariat public-privé. Tout cela va concourir à modifier ce que nous avons constaté de négatif dans notre système de formation professionnelle. Et moi, je suis confiant. L'essentiel est que nous sortions de la situation difficile, j'entends économique et financière actuelle, pour que les budgets soient plus conséquents et adaptés pour donner des réponses positives à nos préoccupations. Oui, en effet, avant de nous avancer justement dans toutes ces réformes, on peut revenir également sur un état de lieu concernant les infrastructures. Ouais. Actuellement, quel est le constat que vous faites? Vous avez certainement fait le tour du propriétaire. C'est la désolation. C'est la désolation parce que vous avez suivi l'élément qui a parlé de la création des premiers centres. Le premier centre date de 1964. Il faut les réhabiliter. Nous comptons 9 centres dans tout le pays, 3 à Libreville et 6 à l'intérieur du pays. Deux provinces n'en ont pas, le Moyen-Ogoué et Langounié, mais Langounié a un centre en construction qui est encore inachevé. Il faut renouveler les plateaux techniques. Ça nous donne une capacité aujourd'hui de près de 2000 places, alors que les besoins sont énormes. Nous avons donc, dans la vision du président de la République, c'est de passer de 2000 à 10 000. Et les 10 milliards 700 millions auxquels je fais allusion tantôt, c'est pour la construction de 3 centres de formation professionnelle, mais alors là, des centres dernier cri. C'est un partenariat avec la Chine. Nous avons bénéficié d'un financement d'Exim Bank de Chine. Je voudrais revenir quand même sur ces centres qui deviennent un petit peu désuets, mais les centres de formation professionnelle peuvent s'autofinancer. Comment se fait-il que ces centres puissent avoir des ressources propres et ne pas investir pour, en tout cas, le maintien de leur plateau technique? L'autofinancement, c'est une nébuleuse. Parce que quand on regarde bien, il n'y a pas suffisamment de moyens qui entrent. Il n'y a pas d'entrée. Vous dites qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Pas suffisamment. Franchement, je pourrais même dire qu'il n'y a pas. Ah bon, ce n'est pas une gestion, un manque de gestion rigoureuse? Il faut d'abord promouvoir le partenariat avec le privé, parce que c'est le privé qui apporte de l'argent. Le privé exprime ses besoins et apporte de l'argent. Et dans ce partenariat, nous sommes sûrs que nous parviendrons à des résultats positifs. Donc, je prendrai l'exemple du projet de construction des centres par pôle de compétences. Vous voyez, dans le Haut-Ogoué, il y a la Comulog et Ramet qui a construit l'Institut de mines et de la métallurgie. À Port-Gentil, vous avez l'école des pêches. Dans les métiers du pétrole et du gaz. Ah, pardon. Voilà. Vous voyez, et ce partenariat, c'est celui qui va véritablement booster. Parce qu'il y a là, il y aura une adéquation formation-emploi, parce que l'emploi, ce sont les entreprises qui demandent justement la main-d'œuvre qualifiée et compétente. Avant d'entamer la prochaine partie de notre émission qui sera justement sur l'insertion des jeunes, je pense que Louis-Philippe Badinga voulait également revenir sur le secteur privé. Oui, Monsieur Flavien Zengizondou, en ce qui concerne la formation professionnelle, nous constatons quand même qu'il y a des établissements de type privé, mais où des investisseurs étrangers ont pris le pas sur les Gabonais. Qu'en est-il en ce qui concerne justement votre politique pour pouvoir booster la formation professionnelle à ce niveau? Ça peut donner l'impression qu'on ne travaille pas, simplement parce qu'il s'agit là, on est dans le domaine de la pensée. Aujourd'hui, c'est d'abord les réformes institutionnelles, la révision des curricula, c'est-à-dire le contenu pédagogique adapté aux besoins des entreprises et adapté à l'évolution des technologies actuelles.
c'est un chantier. Dès que ce chantier sera bouclé, il est évident que nous mènerons des actions vers les établissements privés en complément des établissements publics. Il faut que les formations qui sont dispensées soient d'égal niveau, que l'on soit dans le public ou dans le privé. Maintenant, l'absence des nationaux dans ce secteur. Mais ce n'est pas le seul secteur, c'est un problème à regarder au niveau du Gabonais. Nous allons vers l'émergence. Il faut mener une campagne de sensibilisation et d'éducation des Gabonais. Tout le monde veut être fonctionnaire. Il faut que les Gabonais comprennent à partir de maintenant que le vivier d'emploi, ce n'est pas la fonction publique. C'est dans l'informel et dans les entreprises. C'est un message que vous adressez, je suppose, également donc, aux jeunes. Comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur le ministre, nous allons suivre à présent une des actualités de votre département. Il s'agit de la caravane Un jeune, un métier sur l'insertion professionnelle. L'insertion des jeunes n'est autre que l'impact ou la conséquence de la formation professionnelle. En effet, l'adage en cours dans notre pays, un homme égale un métier, découle de ce qu'à la base, il y a formation, il y a initiation des jeunes autour d'un métier pour en faire des personnes qualifiées, donc des agents de développement. Pour atteindre cet objectif, il faut des politiques rigoureuses, en adéquation ou en phase avec les besoins du pays d'une part et ceux des acteurs économiques d'autre part. C'est le plus grand défi des États modernes aujourd'hui, trouver des solutions aux problèmes de l'insertion des jeunes, réduire le chômage, chasser la pauvreté et créer une société plus juste en assurant un bien-être à chacun. C'est du devoir de l'État. Au Gabon, le gouvernement veille et s'applique, tant bien que mal, à créer des schémas directeurs autour de l'insertion des jeunes. Chantier énorme. Il exige la prise des décisions courageuses en amont pour impulser le secteur de la formation professionnelle, des applications en aval pour que les jeunes répondent, de par leur cursus, de par leur formation, de par leur qualification, aux besoins des acteurs économiques, toujours à la recherche de l'oiseau rare. Comme on le constate, la politique de l'insertion des jeunes est étroitement liée à la mise en place des véritables créneaux de formation capables de booster les secteurs de l'emploi et de l'auto-emploi. Ce sont des politiques qui doivent durer dans le temps, en prenant le soin d'identifier les secteurs porteurs, définir les profils ainsi que les bassins économiques pour lesquels les formations sont destinées. Elles détermineront une meilleure insertion des jeunes. Monsieur le ministre, dans vos provisions, vous visez à peu près 2500 jeunes. La réalité, tout autre, 23 000 personnes concernées selon les chiffres après ce contact auprès des populations. Qu'est-ce que finalement vous attendiez pour lancer ce programme, si attendu? Écoutez, je voudrais d'abord faire un clin d'œil aux plus hautes autorités qui ont accepté de nous permettre d'organiser cette caravane et lancer ces formations au bénéfice de la jeunesse gabonaise. Je voudrais aussi remercier les partenaires qui ont apporté leur contribution financière. Nous sommes là devant un cas qui montre à suffisance que le taux de déperdition de jeunes dans le système, et qui décrochent donc du système scolaire, est très important. Il faut ajouter à cette population les orphelins, les enfants de la rue, qui sont donc dans une situation sociale déplorable. Ils sont vulnérables. Et n'en déplaise à ceux qui aujourd'hui font des commentaires négatifs, il faut regarder ce que ça apporte. Il s'agit là de prendre en compte notre capital humain. Je suis sûr que c'est parce que la campagne de sensibilisation, de communication et de sensibilisation a été efficace, parce que nous sommes allés au plus proche des jeunes, dans les arrondissements, ce qui a donc facilité les mouvements vers l'administration, premier élément. Le deuxième élément, c'est parce que nous offrons des formations à courte durée, 3 mois, et dans les petits métiers qui sont nombreux et qui sont occupés
par nos frères venus d'ailleurs et qui s'exercent dans l'informel. Monsieur le vice-premier ministre, justement, vous avez parlé de commentaires négatifs. Effectivement, beaucoup voient en cette campagne Un jeune égale un métier une campagne opportuniste, c'est-à-dire à visée électoraliste. N'est-ce pas vrai? En cette période, ça ne devait pas surprendre. Ça ne devait pas surprendre. Ce n'est pas une raison pour que je ne le déplore pas. Je positive parce que lorsqu'on aura bouclé la première promotion, puisque les cours débuteront, la formation débutera début avril, pour prendre fin en juin, lorsqu'on aura cette première promotion, imaginez le pourcentage de compatriotes qui auront trouvé un emploi, à qui on aura permis de recouvrer la dignité parce que pouvant désormais voler de leurs propres ailes. Donc, personnellement, je ne m'attarde pas sur les commentaires négatifs, mais c'était quand même bon de relever cela. Comment ça va se dérouler, cette formation de 3 mois? Bien, nous avons des ONG qui ont l'habitude de travailler avec nous. Nous sommes allés discuter avec les entreprises. Par exemple, l'hôtel Radisson, Oui. pour citer cet exemple, et bien d'autres opérateurs économiques qui ont accepté. Donc, de 2500, nous aurons la possibilité, là, lors du premier module, la première promotion, nous passons à 5000. Donc, il y a du répondant du côté des opérateurs économiques. Ils sont conscients qu'effectivement, ils ont besoin de la main-d'œuvre et que c'est une opportunité à saisir. Et je ne peux que, au nom du gouvernement, m'en réjouir. Oui. La question que se posent certainement beaucoup d'observateurs, et certainement les plus concernés, c'est-à-dire ces jeunes, c'est de savoir si les 23 000 jeunes enregistrés, enrôlés, vont avoir une formation. C'est vrai qu'au départ, nous avions pour objectif 2500, maximum 5000. Mais selon nos capacités actuelles, nous parviendrons à former 10 000 à 13 000. Et après, nous nous tournerons une fois de plus vers le gouvernement, vers les opérateurs économiques, pour voir comment faire un appel de fonds auprès des partenaires, auprès du gouvernement, pour poursuivre les formations. Et tel que c'est parti, je ne vois pas le gouvernement s'arrêter. Monsieur le vice-premier ministre, tout à l'heure, vous avez parlé justement de ces petits métiers qui sont occupés par, votre expression, vous avez dit, nos frères étrangers. Mais quand on constate, du point de vue de la loi, en dehors de cette directive qui date des années 80 concernant la gabonisation justement des postes, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de mettre en place une logique de quotas dans les différents secteurs justement parce que dans le même temps, les 23 000 jeunes ne vont pas systématiquement remplacer ces frères étrangers? Il faut pouvoir satisfaire la demande. Les quotas, c'est bien, mais il se trouve aujourd'hui que lorsque une entreprise a besoin d'un profil, vous n'en trouvez pas dans le bassin gabonais. Donc, le principe des quotas, ok, on pourra regarder cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord former et après, sur le terrain, nous verrons si c'est possible d'appliquer des quotas. Mais aujourd'hui, le secteur de l'emploi en main-d'œuvre qualifiée, compétente, il est vide. Il faut que nous prenions le taureau par les cornes et former les compatriotes. Mais ça commence aussi par la sensibilisation du compatriote. Il ne faut pas demander à Dieu, il ne faut pas demander à l'autre ce que Dieu t'a déjà donné, un cerveau, des mains et des pieds. L'autre question qu'on peut également se poser, monsieur le vice-premier ministre, c'est celle de savoir quelles sont les limites ou bien quelles sont les traverses qu'il y a, par exemple, avec les autres ministères, parce qu'on sait que la question de la formation professionnelle est quand même transversale. Il y a un domaine agricole, il y a un domaine industriel, il y a un domaine, j'en ai dit, dans les métiers peut-être de la mer, mais quelles sont les limites de votre ministère? Oui, j'avoue que on ne peut pas tout faire. Il y a un peu de confusion. Non, on ne peut pas tout faire. C'est bien de savoir que vous avez un département ministériel qui a créé sa propre structure de formation, par exemple le ministère des Travaux publics,
à l'école de formation de TP de Fougamou. Les eaux et forêts, ce ministère a sa propre école et il y a bien d'autres. Donc, en vérité, on se complète. L'idéal serait peut-être que toutes ces écoles-là soient sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle. Le problème des passerelles, ça rentre justement dans le cadre de la réforme. Il faut que nous harmonisions les curricula, donc les contenus pédagogiques. Voyez-vous, aujourd'hui, dans le ministère qui est à ma charge, vous avez des formateurs de l'enseignement technique, des formateurs, nous allons aborder effectivement tout ce qui concerne la gestion des personnes sous votre administration dans la dernière partie de l'émission. Mais avant, je souhaiterais revenir sur toujours cette caravane parce que c'est ce qui fait un petit peu l'actualité de votre département. À l'issue de ces 3 mois de formation, vous proposez 3 débouchés. Pouvez-vous nous rappeler quels sont ces débouchés ? Écoutez, nous avons premièrement l'auto-emploi. L'auto-emploi, il y a certains emplois qui ne nécessitent pas de gros moyens pour démarrer. Nous pourrons regarder s'il y a des kits qu'on pourrait mettre à la disposition de ces jeunes. Il y a les entreprises. Nous regarderons quelles sont les entreprises qui peuvent. Et puis, il y a l'autre débouché. C'est que ces jeunes pourront, à partir de notre département ministériel, être orientés vers l'ONE qui fait de la médiation avec les entreprises pour pouvoir les insérer en entreprise. Monsieur le vice-premier ministre, tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce côté culturel ou comportemental de Gabonais qui ont du mal à se lancer dans ce secteur du privé. Quels sont alors les garde-fous que vous avez mis en place pour pouvoir justement suivre ces jeunes qui vont bénéficier quand même d'une petite bourse de 50 000 mensuels? Est-ce que vous avez mis des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de désertion? Écoutez, la bourse, elle est octroyée aux stagiaires à la fin de chaque mois. Si l'on constate que vous êtes irrégulier, la bourse sera supprimée. C'est pour permettre, la difficulté sera au cours du premier mois. Mais après, puisque l'enfant, le jeune aura fait montre d'assiduité, il aura sa bourse. Et puis après, ça suivra. Mais en tout cas, il sera hors de question de verser 50 000 francs à un jeune qui ne vient pas suivre sa formation. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les métiers, parce qu'il faudrait, on parle de l'auto-emploi, je voudrais quand même éclaircir ici toutes les formations. Il y a 52 filières que vous proposez. Pêle-mêle, je vais mentionner la maçonnerie, la cordonnerie au cours de ces formations, barman, serveur, robineur, aide-cuisinier. Finalement, ce sont ces petits métiers de tous les jours qui vont être revalorisés au cours de ces 3 mois de formation pour un emploi stable. C'est exact. Et il faut préciser, c'est le choix du jeune. Ce n'est pas imposé, c'est le choix. Bien évidemment, tout au long de la caravane, il y a des conseils qui leur sont donnés. Que vous choisissez tel métier, voici les difficultés auxquelles vous pourrez être confrontés et voici les avantages. Donc, c'est déjà bien que ce soit le choix de l'enfant. Et à la fin, ce qui est contraire aux jeunes qui participent au concours. Ils participent au concours et il n'y a pas de communication avec les parents. Parce qu'il y a des jeunes qui choisissent des métiers qui sont déjà hyper full. Secrétariat, par exemple, vous avez des jeunes qui demandent à être réceptionnistes. Bon, réceptionniste, et là, vous verrez les chiffres. Dans un arrondissement, vous avez 200 jeunes qui demandent à être formés dans le métier de réceptionniste. Donc, nous déconseillons certains jeunes de choisir ce genre de métier parce que le tissu économique n'offre pas autant de place. Formation en adéquation avec l'emploi. Formation en adéquation.
Cela suppose que vous avez des niches d'emploi que vous avez déjà répertoriées. En tout cas, aujourd'hui, moi, je félicite beaucoup la Direction générale de l'insertion des jeunes. Je demandais à ce que ça bouge, ça va au contact des entreprises. Si nous n'allons pas discuter avec les entreprises, nous n'aurons jamais une lisibilité de leurs demandes, de leurs besoins. Et très sincèrement, à ce niveau-là, je suis satisfait. Nous allons aborder maintenant la dernière partie de notre émission avec la gestion de votre ministère, avec ce focus sur les ressources humaines dont vous disposez. C'est le reportage de l'équipe du Nzimba. Former à un métier et insérer les jeunes sont des actions qui mettent au centre des débats la question des ressources humaines. C'est une mobilisation d'un grand nombre de compétences. Elle va du formateur classique, professionnel, en provenance d'une organisation, autour d'un métier ou d'une qualification, au formateur le plus évolué, sorti d'une école supérieure. Dans les deux cas, le contexte favorise aujourd'hui l'approche métier. Le formateur doit être assermenté sur une compétence pour mieux la transmettre à l'apprenant, qu'il exercera dans quelques mois, un an ou deux. Ainsi, le choix des ressources humaines est donc capital. Il procède de la vision que l'État se fait de la formation professionnelle et des résultats attendu. Ce choix répond également à une exigence fondamentale, donner la bonne formation au bon moment à la bonne personne pour en faire un bon professionnel dans le futur. Former, c'est créer les conditions durables d'une bonne insertion. Former, c'est donner à un jeune l'opportunité d'intégrer un milieu professionnel et en tirer profit pour lui et pour l'organisation qui l'accueille. Former, en d'autres termes, c'est une autre façon pour le formateur de contribuer indirectement à la création des richesses à travers le rendement de la personne qui l'aura formée. Le ministère est donc tenu de jeter un regard froid dans ce domaine, lancer des signaux forts pour que le secteur ait une embellie, mettre en place des politiques pertinentes en matière de formation des formateurs et de recrutement. Des jeunes bien formés seront capables de relever les défis du sous-développement. Ils seront également capables de créer, à travers leur métier, des petites unités de production ou de se mettre à leur propre compte. Ce dernier point est le meilleur gage d'une bonne politique réussie des ressources humaines. On vient de le suivre dans le reportage précédent, la formation des encadreurs, une gageure pour votre département parce qu'ils ne sont pas au même nombre ou ne sont pas toujours aussi bien qualifiés par rapport donc aux attentes des élèves. Qu'est-ce que vous comptez faire pour équilibrer un petit peu tous ces différents secteurs? C'est un grand chantier qui est mis en œuvre en ce moment. Nous avons, et je voudrais saisir cette occasion pour dire merci aux autorités marocaines. Le roi Mohamed VI offre un don de la construction d'un centre de formation professionnelle dans l'arrondissement d'Akanda, dans les domaines de transport et logistique, et des formateurs sont envoyés au Maroc tous les ans. Aujourd'hui, nous comptons déjà plus d'une trentaine de formateurs formés au Maroc. Et il y a une promotion de 15 qui part au Maroc dans quelques jours et 20 seront formés au Gabon par des formateurs marocains qui viendront au Gabon. Nous bénéficions aussi des financements qui vont aboutir très bientôt avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne dans le cadre de la formation des formateurs. Et voyez-vous, j'annonçais tout haut la construction de 3 centres, dernier cri, dans un cadre de financement avec la Chine, plus la construction des centres par pôle de compétences. Nous avons donc besoin d'une main-d'œuvre qualifiée de formateurs. Ces formateurs, votre département, en tout cas la formation professionnelle, a été plusieurs fois rattaché à d'autres ministères du travail ou encore de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il reste comme une difficulté de cohésion entre les formateurs qui sont actuellement sous tutelle. Tantôt, ils font partie du ministère de l'enseignement supérieur, tantôt ils sont rattachés donc au ministère même du Travail. Comment vous gérez ça? Ça crée un problème, selon des conflits entre les hommes, selon qu'ils viennent du ministère de l'enseignement technique, de l'éducation nationale
ou de la formation professionnelle. Et il n'y a pas très longtemps, un bon nombre de départements étaient ensemble pour constituer un seul département. Oui. Vous avez le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de l'enseignement technique, jeunesse, sport. Et fort heureusement aujourd'hui, nous avons recouvré l'entité formation professionnelle et insertion des jeunes. Donc là, les textes sont en train d'être modifiés pour nous adapter à la nouvelle donne et il continue de se poser le problème des formateurs de l'enseignement technique et des personnels aussi de l'éducation nationale qui aujourd'hui, et ça se voit au niveau des syndicats. Oui, voilà. Parce que quand les uns sont en grève, les autres ne sont pas et finalement, vos centres ne fonctionnent pas. Donc il faut voir, et les professionnels de la formation professionnelle qui eux, estiment que les autres sont venus les embrigader et ils veulent recouvrer leur, j'allais dire, indépendance. Donc tout ça, ça crée des problèmes et j'ai ça sur la table, il faut résoudre ce problème-là. Vous êtes revenu un peu plus tôt au cours de cette émission sur les curricula pour harmoniser également le contenu de vos formations. Qu'en est-il exactement? Mais là aussi, c'est un chantier. Nous avons l'Union européenne qui nous accompagne. Nous avons la Banque africaine de développement. Tout est encore en chantier. Mais ça annonce, c'est une lueur d'espoir. Ça va tout de suite coller avec la finalisation, la construction de tous ces centres qui sont en projet. Et je pense que dans 1 an ou 2 ans, nous pourrons offrir aux Gabonais et aux entreprises des personnels formés et des filières demandées, sollicitées dans les filières que les entreprises sollicitent. Et nous pensons qu'en 2000, on peut se projeter, pourquoi pas, en 2017-18, nous pourrons penser que la formation professionnelle recouvrira ses lettres de noblesse. Est-ce que ce n'est pas un peu tardif quand on sait que des grands chantiers comme celui de la construction de la zone économique spéciale de Nkok ont été lancés en 2011 et aujourd'hui on est en 2016. Des centres, justement. Est-ce que ce n'est pas un peu tardif, votre agenda, quand on sait aussi que nous sommes dans une période charnière? Regardez la base de départ. La base de départ, ce sont des centres de formation avec des équipements obsolètes, en décrépitude avancée. On a donc besoin d'un financement pour réhabiliter tous ces centres, les rééquiper en plateaux techniques neufs, adaptés aux besoins des entreprises, plus la construction de nouveaux centres. Bien évidemment, oui, je mets la main au cœur, c'est vrai, on est en retard, il faut justement mettre le pied sur l'accélérateur. Bon. Au cours de nos reportages auprès de vos centres de formation professionnelle, il nous est revenu qu'il y avait des problèmes de bourse, d'accès. Je suis bien informé du problème. Le ministère du Budget a alloué ces 2 ou 3 dernières années au ministère de la formation professionnelle un budget pour le paiement des bourses, un budget fixe, donc qui ne tient pas compte des effectifs. Que faire? Je voudrais là tirer le chapeau à mes prédécesseurs. Ils ont donc trouvé une solution. C'est de faire en sorte que, au lieu de voir à la baisse la bourse qui est versée aux stagiaires, donc aux apprenants, on a augmenté la moyenne à 14 pour l'axe professionnel, donc les enseignements purement professionnels, techniques. Et à 10, la moyenne des matières d'enseignement général. Donc, pour avoir la bourse, il faut avoir 14 de moyenne dans les enseignements professionnels et 10 de moyenne dans les enseignements général. Voilà. Donc, c'est ça la disposition qui a été trouvée, en attendant que le ministère du Budget prenne en compte, non pas une fixation de la bourse, mais prennent en compte les effectifs et allouer la bourse
en conséquence. Flavien Nzenginzundu, nous sommes arrivés au terme de ces 52 minutes. Votre mot de fin? Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour avoir donné au département ministériel de la formation professionnelle de s'exprimer, de se faire connaître, savoir quels sont les chantiers en cours. Saisis cette occasion pour exprimer un bon sentiment de remerciement, de gratitude à l'adresse du personnel qui conduit aujourd'hui le projet Un jeune, un métier, pour leur dynamisme, pour leur disponibilité. Et puis, dire à nos partenaires que c'est important pour le Gabon de réaliser les projets qu'ils ont accepté de financer en emprunt. J'entends la Chine, j'entends la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour ne citer que ces 3 partenaires. Parce que nous avons là un horizon prometteur. Je ne manquerai pas de lancer un appel aux jeunes. Que les jeunes comprennent, et je l'ai dit tantôt, il faut qu'ils se prennent en main. Le gouvernement fait tout, continue à tout faire pour qu'on leur offre des possibilités d'emploi. Mais ça commence par la formation. Il ne faut pas qu'ils attendent chez eux. Il faut qu'ils viennent vers nous. Comme nous l'avons fait, nous sommes allés vers eux. Il faut qu'ils viennent. Parce que tout commence au niveau de soi-même. Et ne pas passer son temps à dire « mon sort », le responsable, c'est celui qui est en face. Et comme je disais pour terminer, Dieu nous a tous donné les mêmes chances. Un cerveau, des mains, des pieds. Chacun devient en fonction de l'usage qu'il aura fait de ces 3 outils. Et face à une difficulté, 2 individus ne réagissent pas toujours de la même façon. Donc, il faut que le Gabonais comprenne qu'il fasse un effort sur lui pour pouvoir faire comme les autres, qui partent de chez eux, qui viennent chez nous. Tout est possible. Voilà, je voudrais donc... Tout est possible. Ce sera votre mot de fin, monsieur le 3e vice-premier ministre. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Aux téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro du Nzimba. Pour animer les débats, j'étais accompagnée de Louis-Philippe Badinga. Merci à l'équipe technique. À très bientôt.